Bonjour et bienvenue dans 20 minutes au carré, l'émission la moins bien préparée, mais c'est pas vrai, du Web3. Aujourd'hui, on va parler droit d'auteur et protection des œuvres, des créateurs, avec Julien Dumont. Tu es le directeur du développement du numérique et du phono à la SACEM. Je ne dirai pas de quoi la SACEM est l'acronyme, puisqu'on aura un quiz courant d'émission. Donc, on va explorer un petit peu ces questions-là. Tout d'abord, un point important, un petit coucou à Hélène qui est malade, qui n'est pas à la Réal aujourd'hui. Elle est remplacée non pas par Romain, mon double maléfique, mais par une personne que vous connaissez bien, qui s'est cachée cette fois derrière la caméra et non pas devant. Qui es-tu? Je te laisse te dévoiler. Je ne sais pas si vous allez me reconnaître, mais j'ai suivi le projet depuis les tout débuts. Je ne sais pas si vous m'entendez non plus. Je suis en galère totale, il y a des boutons de partout, il y a un logiciel que j'ai jamais touché, mais bon, voilà. J'espère que vous l'entendez parce que sur le chat, on demande « mais c'est qui ?» Bon, j'espère que ça a bien fonctionné. On teste. Hein. Laurent et moi, nous nous sommes formés totalement au pied levé aux outils Il y a Twitch. des bonnes propositions de réponse là, ça commence à rentrer. Chauve, effectivement, vous l'avez reconnu. Chauve, oui, c'est une... Laurent Beignet, voilà, donc le rédacteur en chef, porteur de 20 minutes et du coup producteur d'un soir. On l'appelle le Martin Scorsese de Twitch. Voilà, c'est tout. Je pense qu'on peut fermer cette parenthèse. Il interviendra de façon très régulière, totalement libre, voire totalitaire pendant l'émission. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu les présentations, Julien, est-ce qu'on peut d'abord s'intéresser à ce qu'est la SACEM? Puisque tout le monde connaît la SACEM, mais on ne sait pas vraiment si c'est une administration, si c'est une entreprise privée, comment c'est subventionné. Je sais aujourd'hui que vous collectez, vous avez un travail de collecte auprès d'utilisateurs d'outils musicaux, De musique. Ouais, c'est ça, de musique, et de répartition ensuite Bien auprès sûr. de vos sociétaires. Mais c'est à peu près tout ce que je sais. Le reste, je suis allé le glaner cet après-midi sur Wikipédia, mais bon, maintenant que tu es là, je préfère m'appuyer sur toi. Eh ben, la SACEM, c'est effectivement à la fois une société qui collecte les droits et qui les répartit. Alors, tu as commencé ta question sur un peu la forme de la SACEM. La SACEM, c'est une société à but non lucratif qui est fondée et qui est gérée par ses membres, par le biais d'un conseil d'administration avec des membres élus, des auteurs, des compositeurs, des éditeurs de musique. Et le but de la SACEM, c'est effectivement de s'assurer sur vraiment l'ensemble des usages, quels qu'ils puissent être, directs ou indirects de la musique, que les œuvres puissent être, et donc les auteurs, les créateurs derrière ces œuvres, puissent être rémunérés. Donc il y a deux petites choses à bien distinguer pour comprendre. Il y a d'un côté les œuvres, donc ce sont les paroles, les partitions, tout ce qui est la composition. Ça, c'est justement géré par la SACEM. C'est pas l'interprétation. Exactement. C'est ce qu'on appelle les droits d'auteur dans leur ensemble, et c'est géré de façon collective par la SACEM. Et il y a de l'autre côté les droits sur les enregistrements, les masters. Et là, ce sont les maisons de disques qui s'occupent de tout ça et qui ont des accords justement, qui ont des deals avec les artistes interprètes, ceux qui chantent et qui performent en fait les œuvres qui sont faites. Donc tu vas avoir des cas qui sont assez réguliers, notamment dans l'urbain, où les gens sont auteurs, compositeurs, artistes, interprètes en même temps. Mais sinon, dans la plupart des cas, il y a des auteurs et des compositeurs d'un côté et des interprètes de l'autre. Très clair. Alors, si on te reçoit aujourd'hui, c'est pour une raison bien précise, hein, c'est que la SACEM se lance dans le Web3. Elle le fait via plusieurs biais, via plusieurs projets. Mais le premier, c'est, on va dire, votre première communication, on va dire, grand public et avec le monde du Web3. C'est les NFT Grand Prix qu'on a pu minter en masse, je crois, courant octobre. Hein. Là-dessus, je sais que la communauté 20 minutes était bien présente. On en a minté peut-être 1, 2, 3 ou 4 selon. Alors, je sais qu'on parlera un petit peu de tout ce qui est régulation de ce côté-là. Avant ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on ne s'attendait pas, en tout cas moi personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'une institution très sérieuse et qui est plutôt dans un rôle B2B, quoi, en quelque sorte, vienne comme ça s'adresser au grand public et plus encore à un public qui est quand même assez technophile, avec des vraies attentes, des vraies exigences, qui est celui du Web3. En fait, ça s'inscrit totalement dans une logique et une stratégie qu'on a qui est tournée autour de l'innovation, autour du développement et autour de la diversification. La SACEM, aujourd'hui, elle est connue pour effectivement collecter et répartir. Alors, elle collecte sur quoi ?
Elle collecte bien évidemment auprès des bars, hôtels, restaurants, tout ce qui est ce qu'on peut appeler un peu les utilisations traditionnelles, ce pourquoi la SACEM a été fondée à ses origines il y a plus de 160 ans. Elle s'est ensuite, avec le temps, diversifiée. Elle collecte bien évidemment sur l'ensemble des médias, donc les chaînes de télé, les radios, tout ce qui était finalement l'activité traditionnelle. Et puis elle collecte aussi sur 2 autres secteurs d'activité qui sont importants, qui changent. C'est bien évidemment le phonomécanique, c'est-à-dire les CD, les vinyles, tous les supports. Et maintenant, bien évidemment, ce qui a pris aujourd'hui le plus gros du gâteau, le digital. Donc ça, ce sont les activités traditionnelles, on va dire. Mais la SACEM, aujourd'hui, elle se veut être vraiment proactive. On ne va pas dire aujourd'hui complètement visionnaire, parce qu'on suit justement un peu toutes les évolutions, et on se doit d'être à l'avant-garde sur tout ce qui est en train d'apparaître, notamment sur les nouveaux modes de consommation. Et c'est à ce titre-là que la SACEM, dans sa stratégie sur les prochaines années, essaye de pouvoir se développer à la fois sur tout ce qui est bien évidemment le Web3, avec des particularités, les NFT d'un côté, demain le métavers, et toutes les autres formes de nouvelles exploitations ou d'usages que pourra avoir la musique. J'imagine que vous savez quand même assez attendu au tournant sur ce côté-là. Enfin, quels échos tu peux nous faire de vos premiers pas via le projet? Tu me disais que vous aviez minté, c'est ça, 17 000 NFT. Alors, c'est des NFT gratuits dont on aura le reveal dans 3 jours très exactement. J'ai vu le countdown sur votre site. Aujourd'hui, on sait quand même assez peu de choses sur ces NFT. On en a pas mal parlé au sein de la communauté, où on déplorait, alors c'est un gros mot, mais que voilà, on naviguait un peu à vue. Et donc, tu es là aujourd'hui, tu es notre vigie, tu es notre phare. Dis-nous un peu ce qu'il en est, afin que justement, d'ici 3 jours, la communauté 20 Mint et tous ceux qui nous rejoignent, que ce soit des gens de la communauté SACEM que vous avez réunis via votre projet, mais aussi des gens qui se seraient égarés et qui croient qu'on est là pour commenter le match de foot de ce soir. Donc, vas-y, je t'en prie, explique-nous un peu. Avant ça, la communauté veut savoir, Romain, combien tu as minté de NFT SACEM. J'en ai minté 4. J'ai 2 comptes. Donc, j'imagine, je ne pourrais vraiment en avoir qu'un seul, parce que je crois qu'il y aura un KYC. Tu nous diras peut-être ça. Mais donc, j'ai créé 2 paper wallets et avec 2 adresses mail différentes. Et j'ai 2 wallets différents. Donc, j'en ai minté un avec chaque wallet. Donc, je suis greedy, je le reconnais, je triche. Faut jouer carte sur table. Alors, pour répondre à ta question, Romain, il faut remonter un peu à la genèse de tout ça. Il y a de ça un peu plus d'1 an, notre nouvelle directrice générale gérante, Cécile Rapp-Weber, a vraiment réorienté la SACEM vers cette logique d'embrasser l'innovation et d'essayer un peu d'anticiper. Pour la SACEM, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, même si ce n'est pas vrai dans la réalité, parce que nous, on bosse à la SACEM et on sait très bien tous les efforts que fait la SACEM. Il y a toujours eu certainement une image peut-être un peu poussiéreuse ou vieillissante de cette SACEM. C'est lié à votre âge, et voilà, peut-être, qui suit trop le mouvement et qui n'est pas assez avant-gardiste. Donc, alors que vous êtes tapé des vagues quand même assez costaudes, YouTube, le streaming avec Spotify, Deezer, exactement. Et qu'on est plutôt dans un point de vue, dans un giron vraiment totalement professionnel, assez avant-gardiste et relativement reconnu comme étant avancé par rapport à d'autres sociétés de gestion collective dans le monde. Donc, cette genèse, il y a plus d'1 an, la volonté de Cécile, c'était vraiment d'essayer d'embrasser ces logiques d'innovation. Et à partir de l'innovation brute, trouver des pistes de développement, de diversification. Tout ce qui sortait justement de notre cœur business, qui est de collecter des usages réalisés par des tiers et ensuite de les répartir au mieux. Après, je le rappelle, vous êtes une société à but non lucratif. Exactement. Mais le but n'est pas de générer des profits ou des bénéfices pour nous-mêmes. Le but, c'est d'être en mesure de proposer des nouvelles sources de revenus pour nos créateurs. Et donc là, les NFT se sont présentés un peu comme une sorte de nouvelle opportunité qu'on a suivie de près et sur lesquelles nos réflexions ont évolué au fur et à mesure que, en fait, cette vague, si on peut l'appeler comme ça, cette vague de NFT, s'est présentée. On a tous suivi dès le début le côté extrêmement spéculatif qu'il pouvait y avoir.
les premiers NFT qui étaient lancés, les CryptoPunks, tout ce qui était les Bored Ape, etc. Et on se rendait bien compte que la création niveau graphique et artistique sur du digital pur, était en train de créer une sorte de valeur, de bulle. Donc, tout de suite, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour nous-mêmes, pour nos créateurs, pour nos assets à nous de la SACEM. Et puis, en même temps qu'on réfléchissait à tout ça, qu'on préparait un peu comment on allait pouvoir essayer d'avancer, on a suivi le reste de l'actualité. On s'est rendu compte qu'il commençait à y avoir beaucoup de scams sur ces sujets-là, que finalement, il y avait une légère réorientation. Et on a trouvé quelque chose qui prenait énormément de sens pour nous, c'est que le NFT, OK, il pouvait servir comme une sorte de preuve de certification, de rareté, d'originalité sur une œuvre, mais pas que. Ça pouvait être un attribut pour proposer ce qu'on appelle vulgairement en anglais les utilities. C'est-à-dire tout un ensemble, finalement, de services, de gains, de plein de choses. Et donc, comme on voulait absolument essayer d'embrasser cette nouvelle opportunité, mais pas n'importe comment, parce qu'effectivement, on avait bien conscience que la SACEM est une institution que peu de gens, en fait, finalement, connaissent, savent ou pas que c'est une société à but non lucratif ou autre. On s'est dit, mais est-ce que ça a du sens tout de suite pour la SACEM de lancer un drop NFT d'envergure, payant ou des choses comme ça, sachant qu'on n'a pas nécessairement une brand awareness pour le grand public, j'entends. Vous n'êtes pas l'Olympia qui propose quelque chose de très concret. Quoi. Donc, on s'est dit qu'il fallait y aller petit à petit, qu'on allait essayer en même temps d'essayer de construire, on voulait apprendre, et c'est dans cette logique qu'on a créé cette campagne NFT autour des Grands Prix SACEM, qui a été finalement lancée un peu en grande pompe, je veux bien l'admettre, au MAMA, parce qu'on avait une fenêtre de communication qui était intéressante. Et ça nous permet, en fait, c'est vraiment une logique de test and learn, ça nous permet d'adresser plusieurs sujets. Notre capacité à gérer ce type de campagne et à construire avec les bons partenaires, les bonnes blockchains, etc., notre premier projet. 2, tester un peu cette brand awareness de la SACEM. On sait sa pertinence au niveau purement professionnel. On la connaissait moins au niveau grand public, audience, et encore moins au niveau un peu plus geek, Web3, tous les aficionados de ces nouvelles technologies. Et puis surtout, on voulait en profiter pour se lancer sur tous ces nouveaux médias et sources d'échange, comme les Discord. On a créé un Discord. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de l'alimenter correctement ? Je ne crois pas. On est vraiment, encore une fois, en mode test and learn. On va essayer d'apprendre un maximum de cette campagne à toutes ces étapes, que ce soit cette première partie qui était l'étape de création et de communication, jusqu'au bout, puisque ça ne va pas s'arrêter là. On en a plein des projets en tête derrière cette première campagne, mais ça, on pourra le voir une fois qu'elle aura été réalisée, que les Grands Prix SACEM seront passés, et que d'ici 3 jours, le reveal sera fait. Tu vas devoir m'en dire un petit peu plus, mais déjà, on salue Fabien Roch, qui est très actif sur vos réseaux, qui travaille évidemment au sein de la SACEM, et qui animait notamment l'AMA, votre première AMA, vendredi dernier, où il y avait pas mal de questions de la communauté. Comment ça se passe justement, le fait d'aller au-devant d'un public, on l'a dit, qui a des vraies attentes, qui a minté peut-être des fois un peu trop de NFT, mais qui se dit aujourd'hui, on a une semaine, c'était vendredi dernier, du reveal, et on ne sait pas vraiment, alors on sait qu'il y a différentes classes, il y a classique, puis après argent, bronze, argent, or. Aujourd'hui, et platine aussi. En tout cas, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que ça recouvre, si ce n'est que, en gros, le Grand Prix, c'est de remporter des places pour justement votre grand événement qui aura lieu le 13 décembre, où on pourra rencontrer notamment des artistes, des lauréats des Grands Prix SACEM. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce que recouvrent en termes de réalité aujourd'hui vos différentes classes de prix. J'avoue que de ce côté-là, si jamais tu peux nous donner quelques billes, déjà moi je ne me ferais pas taper dessus par la communauté parce que je leur ai promis que j'allais t'asticoter un peu là-dessus. Et d'autre part, c'est vrai que je me dis qu'à 3 jours avant, j'imagine qu'il y a pas mal de monde qui vous pose cette question sur vos réseaux, quoi. Ben, tout à fait. Alors, effectivement, les Grands Prix SACEM, c'était une logique un peu de point d'orgue. C'était presque, finalement, une, d'ailleurs, très bonne excuse
pour se servir, utiliser l'opportunité de ces Grands Prix SACEM pour lancer cette campagne de NFT gratuite. Les utilities, tout ce qu'il va y avoir autour et sur lequel je ne vais pas donner la liste exacte, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de gains, il y a des dotations. On sera vraiment sur une logique de dotation, que ce soit en biens, en services, en accès, etc., qui seront variés et qui vont grossir en fonction justement de la catégorie platine, or, etc., rareté, qui sera proposé. Ouais. C'est pas que du one-shot, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a vocation à être également accessible et dont les détenteurs des NFT correspondants pourront profiter potentiellement tout au long de l'année. Il y a moult services. Pardon, excuse-moi. Et par exemple, c'est vrai qu'il y a une question qui est revenue lors de l'AMA de vendredi et qui a été posée notamment sur notre Discord à nous, c'était pourquoi avoir rouvert une fenêtre pour minter, pour lancer une nouvelle phase de mint, sachant que vous aviez déjà, je crois, c'est ça, plus de 16 000 NFT qui avaient été raflés, et vous avez ouvert une deuxième fenêtre très récemment, où il y en a un peu plus de 1000, je crois, qui ont été... C'était en fait une fenêtre qui était d'ores et déjà programmée. Tout était déjà préparé. Ce qu'il faut juste bien garder à l'esprit là-dessus, c'est qu'on avait des expectatives qui n'étaient pas du tout au niveau auquel on attend aujourd'hui. On s'était fixé nous-mêmes des objectifs. On aurait été content si on avait eu 1000, 2000, 3000 NFT, si on avait pu réussir à créer une communauté de 200 ou 300 personnes sur notre Discord. Ça déjà pour nous, fort de où on partait et avec le peu de visibilité sur ce que la SACEM pouvait embrigader comme audience autour de ça, on aurait été très satisfait de ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cette logique de séquence avec des communications différentes pour s'assurer qu'on allait plus ou moins réussir à atteindre ces objectifs. Et la réalité fait qu'en fait, ça a dépassé nos espérances, puisqu'aujourd'hui, on est effectivement à 17 200 NFT mintés et plus de 1000 personnes sur le Discord. Ouais, c'est costaud. Hein. Ouais. Et une autre chose qui est très positive, c'est que bien évidemment, c'était une opération qui se voulait totalement gratuite. Aujourd'hui, on est encore une fois vraiment dans une logique de test and learn. Hein. On apprend. C'est pour ça qu'on va être absolument à l'écoute de toutes les remontées, qu'elles soient positives ou négatives, pour essayer de venir améliorer l'ensemble de nos projets et de nos objectifs autour des NFT SACEM. Et ce qu'on avait fait dans ces cas-là, c'est qu'on avait également ouvert la possibilité à la revente sur OpenSea ou autre. Il y en a eu. Et il y en a eu. Voilà. L'objectif n'est absolument pas de générer une quelconque valeur financière derrière ça, mais c'est surtout, encore une fois, d'aller chercher de l'appétence. Et effectivement, on n'est pas sur des valeurs qui sont astronomiques, bien évidemment, mais on voit quand même que ça génère un peu de buzz et c'est plutôt tout positif. Quoi. Et d'ailleurs, toute la phase de mint était extrêmement facile et claire. Ça, c'est vraiment un point que tout le monde a souligné. C'est vrai que si jamais on n'avait pas un wallet MetaMask, il était assez facile, via son adresse email, de minter son NFT. Et du coup, peut-être d'en minter plusieurs. Alors ça, c'est un très bon point, Romain, parce que en fait, notre fil rouge derrière tout ça, encore une fois, il faut toujours penser que quand on fait ce genre de projet, on le fait dans une logique de pouvoir servir nos créateurs, nos membres. Et il nous apparaissait essentiel d'adresser deux sujets. Il fallait qu'on soit éco-responsable. Et bien évidemment, c'est pour ça qu'on s'est focalisé à prendre une blockchain, Tezos, qui est quand même assez éco-friendly, voire l'une des meilleures sur le marché. Et la deuxième, c'est qu'il fallait qu'on soit pédagogue. Notre but, c'est de pouvoir réussir à amener de tout ce qui est d'éducational, de la pédagogie pour nos créateurs, mais pour aussi le grand public, pour les utilisateurs de musique, pour les fans de NFT. Quand on sait que le NFT va, de toute façon, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, être attaché à de la musique d'une certaine manière, notre but, c'est vraiment de faire de la pédagogie
et d'essayer d'amener un peu tout ce beau monde vers l'ère du Web 3.0. Et ouais, du coup, c'est vrai que c'était une question que j'avais prévue. C'était un peu le regard aussi de vos sociétaires qui, du coup, ont un rôle assez important hein, au sein de la SACEM, puisque ils ont un droit de vote sur votre comité de direction, ce genre de choses. Quand vous leur dites demain, la SACEM se lance à pieds joints dans le Web 3, parce que là, on n'a parlé que du premier de vos projets. Ouais. Comment ils réagissent, puisque vous avez autant des jeunes artistes, hein, on peut avoir du Orelsan, comme des artistes un poil plus âgés, type du Renaud, j'imagine, quoi. Tout à fait, exactement. On a une large frange de créateurs, des plus jeunes aux plus expérimentés, des Français à de l'international. On essaye d'être une société de gestion collective à dimension totalement internationale, que ce soit dans nos collectes et dans notre gestion du business, tout comme dans notre capacité à proposer des services et à accueillir des nouveaux sociétaires. Et pour répondre à cette question, ce qu'on a fait, on l'a fait en 2 étapes. Notre conseil d'administration est absolument extrêmement ouvert à toutes ces nouvelles sources de revenus et ils sont énormément en demande d'apprendre, d'appréhender au mieux tout ce qui est le Web 3, etc., que ce soit du métavers, des NFT ou tout le reste. Et donc, on a conçu, il y a 1 an de ça, un comité spécifique, le comité de la stratégie et de l'innovation, qui regroupe une petite sélection de nos membres administrateurs du conseil d'administration et les experts à la SACEM avec la direction générale pour justement brainstormer, évoquer toutes les pistes, toutes les idées, etc. Donc en fait, ce n'est pas la SACEM qui va regarder dans son coin, qui va essayer d'élaborer des projets pour ensuite expliquer à son conseil d'administration que c'est ça qu'il faut faire. C'est dès le début, c'est le conseil d'administration et les bonnes directions à la SACEM qui réfléchissent ensemble l'orientation qu'il faut prendre. Mais c'est parce que, je ne vais pas dire qu'ils se sentent menacés, mais la philosophie du Web3, c'est quand même la décentralisation et le fait de faire sauter le tiers de confiance qui va gérer les choses à ta place en prenant une partie du pécule. Ouais. Là, il y avait évidemment un fil rouge autour de la nécessité pour la SACEM de s'adapter, de ne pas se faire désintermédier. Parce que là où il y a pu finalement, dans le raccourci dans le Web3, c'est la décentralisation et la désintermédiation. Mais la réalité, c'est que tu vas juste remplacer un intermédiaire par un autre. Quelqu'un qui va se positionner comme étant le leader de ce secteur. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être en mesure de pouvoir continuer à accompagner, quelles que soient les typologies d'usage ou les modes de consommation, nos créateurs au meilleur de leur avantage, en défendant leurs droits et en s'assurant qu'ils puissent toucher du revenu. Plusieurs questions par ici. Tu me regardes jamais, du coup je faisais des gros signes. Je suis désolé de t'avoir dérangé. Je t'en prie. Pas mal de questions sur le chat et ça serait, c'est le bon moment pour les poser. D'abord, est-ce qu'on est bien sur Polygon ou est-ce qu'on est sur Tezos? C'est moi qui me suis trompé peut-être. C'est Polygon, hein? Oui. On est sur le drop NFT, on est sur Polygon, sur Music Start, on est sur Tezos. J'ai mélangé les deux projets, excusez-moi. Tout à fait. Une question un peu liée d'Elven qui est très pointue là-dessus. Comment vous avez évalué le côté éco-responsable des blockchains que vous avez choisis? Est-ce que vous êtes un peu plongé là-dedans ou est-ce que vous avez fait confiance aussi à des indicateurs? Alors ça, je ne vais pas être en mesure de répondre extrêmement précisément à ça. Ce que je peux juste dire, c'est qu'on a fait une sorte d'appel d'offres pour pouvoir solliciter différentes solutions de blockchain. Et au sein de ces appels d'offres, parmi les différents critères en fonction du projet qu'on avait, on avait ce caractère extrêmement minimiser les ressources et être vraiment éco-responsable. Et c'est par ce critère en plus d'autres que la blockchain Polygon a été choisie. D'accord. Et dernière question qui est un peu plus large et qui a été posée au tout début de Stefman sur des expériences à l'étranger. Stefman se demandait même s'il existe l'équivalent de la SACEM dans d'autres pays européens. Et si oui, est-ce que vous avez vent de projets un peu similaires qui auraient été menés? Alors oui, il existe des SACEM dans tous les pays européens. Absolument tous. Ce sont ce qu'on appelle, nous, les sociétés sœurs. Pour être très honnête, même si elles commencent à essayer d'appréhender le sujet, elles ne sont pas encore au même niveau d'avancement que nous.
Et je reviens justement d'une sorte de séminaire où il y avait toutes les sociétés de gestion collective mondiales qui étaient présentes. Et bien évidemment, Web3, NFT et Metaverse étaient à l'ordre du jour. Et les seules initiatives concrètes aujourd'hui qui ont été mises en place, ce sont les nôtres. Intéressant. Ok, bah justement, je voudrais embrayer sur la deuxième initiative qui est Music Start, qui est une initiative qui se passe sur tes os. Hein. Du coup, c'est vraiment pas de ta faute, c'est moi qui ai mélangé parce que justement, je connaissais plus le projet des NFT Grand Prix que Music Start. Donc, je bats ma coulpe sur ce projet. J'ai fait moi-même un petit certificat de protection. C'est à ça notamment que sert Music Start. C'est un service qui s'adresse, si j'ai bien compris, et n'hésite pas à me corriger, plutôt aux jeunes artistes, à des artistes qui démarrent, qui ne sont peut-être pas encore sociétaires auprès de la SACEM, pour déposer un certificat d'antériorité. C'est-à-dire que je pose un mix, je pose un son, et je sais que c'est de la balle, je sais qu'il va cartonner, mais je me lance, je suis amateur, mais je veux quand même protéger cette œuvre. Je dépose, moi je l'ai fait avec un fichier bidon, hein, donc ça n'a aucune valeur. Mais en gros, je peux déposer le fichier WAV ou le fichier MP3 que j'ai conçu avec une description. Est-ce que j'ai été auteur, compositeur, est-ce que j'ai tout fait dessus. Et ensuite, ce certificat, après quelques heures, il est ancré dans la blockchain et il dit qu'en gros, je peux présumer, je peux dire, mais après il faudra quand même le prouver, que j'ai l'antériorité sur cette œuvre. C'est effectivement une preuve de paternité. Alors ensuite, cette preuve de paternité, elle peut être contestée devant un juge si quelqu'un peut démontrer une autre preuve de paternité antérieure à celle-là. Oui, parce que je peux prendre n'importe quel fichier. Hein. Exactement. Là, ouais. La philosophie derrière Music Start, c'était la suivante. On sait tous que jusqu'à présent, les moyens de protéger des œuvres, ou en tout cas de créer une date d'antériorité ou de paternité sur une œuvre, c'est des solutions qui sont un peu compliquées, qui sont chères, ou sinon elles sont très traditionnelles. C'est l'enveloppe solo. Je mets ça dans une enveloppe, je me la fais en recommander à moi-même, je la reçois et puis surtout je l'ouvre pas. Voilà, donc un peu compliqué, etc. Un peu old school, quoi. Exactement. Dans notre logique de diversification, on a décidé justement de monter et justement d'utilisation pour surfer un peu sur toutes ces nouvelles technologies qui s'ouvrent à nous et qu'il faut bien qu'on puisse embrasser. On s'est dit que ça avait du sens, on a fait des études et on s'est dit que ça avait beaucoup de sens d'essayer de proposer un service extrêmement simple d'utilisation. Oh, ça m'a pris 5 minutes. Hein. Voilà, rapide, basé sur de la blockchain. C'est un peu notre première expérience grandeur nature sur de la blockchain. Et c'est Music Start. La cible de Music Start, c'est comme tu l'as si bien soulevé, c'est tous ces jeunes nouveaux créateurs. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, la création, elle a radicalement changé. Avec les outils qui sont à la disposition de tout le monde, tu peux très vite et très rapidement créer un tube chez toi, avec tes outils à toi. Tu n'as plus besoin de passer en studio, d'avoir été signé dans un label ou quoi que ce soit. Et donc, tu crées très rapidement. Mais tout en créant aussi rapidement, est-ce que pour autant, tu as la bonne connaissance de comment fonctionne le droit d'auteur, comment tu vas être protégé, etc. Et ben, c'est ça qu'on essaye de viser. Et c'est pour ça, encore une fois, on est dans une logique extrêmement pédagogique. On veut accompagner tous ces jeunes créateurs autour de fais ta création, sois libéré dans la manière de créer. Nous, on va t'apporter les outils pour pouvoir les protéger. C'est qu'une première étape. Ouais, okay. Ça ne sert effectivement qu'à créer une paternité. L'idée après, c'est que si ce son, il est si bien, et si par le biais d'un agrégateur ou autre, il peut être posté en dehors des YouTube, Facebook, TikTok et autres, mais posté sur des plateformes comme Spotify, Deezer, Apple, etc. Bon, là, pour le coup, si le créateur en question veut être rémunéré, il faut qu'il adhère à la SACEM. Il faut que l'œuvre soit déposée chez nous pour qu'on puisse la revendiquer et ensuite le rémunérer. Mais dans un premier temps, notre cible, c'est vraiment à donner un outil pédagogique pour tous ces créateurs. Mais imaginons que je compose, je suis très nul en musique, je suis meilleur écouteur que compositeur, mais on va dire que je fais un super morceau, je le présente à Laurent, Laurent le trouve génial, et il se dit c'est mon bébé, je veux en avoir les droits, etc. Là, l'intérêt de votre outil, c'est de dire
avant de le présenter à Laurent, j'ai j'ai créé ce certificat de parentalité, de paternité sur ce morceau de musique. Exactement. Ça. Mais je peux déposer à peu près n'importe. Si jamais je dis aujourd'hui, c'est moi qui ai créé tel morceau de Daft Punk, je peux le faire. Il n'y a pas de vérificateur, il n'y a pas de. Non. Alors, sur cet outil, il n'y a pas de vérificateur en tant que tel, parce que le but, c'est pas tout de suite d'aller démontrer ou de justifier que tu vas pouvoir toucher du revenu à partir de ce dépôt. C'est encore une fois d'assurer la paternité de l'œuvre. C'est tu crées un morceau génial, tu le déposes et ensuite tu le proposes pour le mixer, l'arranger, l'améliorer, etc. Et quelqu'un veut s'en emparer, là, tu peux t'en servir. Mais sinon, autrement, non, c'est vraiment juste la première brique. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce service est ouvert principalement à destination du territoire français, mais le but, c'est de le mettre à disposition de l'ensemble des créateurs dans le monde. On veut aller pouvoir cibler l'ensemble des créateurs africains, du Moyen-Orient. On a des pics de connexion également qui viennent des États-Unis. Donc après... Et c'est là où on va devoir également un peu travailler, c'est que Music Start et ce lancement, c'est finalement la SACEM se lance dans une activité B2C. Ouais. C'est vraiment une révolution. On n'est pas armé, on n'est pas Amazon, donc on n'a pas, nous, forcément, cette capacité à pouvoir lancer un produit, et j'ai pas des budgets illimités pour faire de la com autour. Donc, notre stratégie, c'est d'une part, le mettre à disposition au grand public, et ça pour un prix qui est finalement, somme toute, très raisonnable, puisque c'est 3,99 à l'acte pour déposer un fichier, que ce soit la compo, les partitions ou même le fichier son. Ouais. Et sinon, c'est un abonnement façon Deezer, Spotify, illimité à 4,99, où là, tu es en illimité. Mais comme on sait qu'on n'a pas cette capacité, cette force de frappe que peuvent avoir des acteurs plus du B2C, notre stratégie, ça va être effectivement de développer des partenariats avec des agrégateurs, avec des leaders du secteur dans l'industrie musicale, pour qu'en fait ce service puisse être proposé au plus vaste panel de candidats. Mais ce service, du coup, il a déjà une légalité, une puissance juridique, c'est-à-dire que si demain j'ai un différend toujours avec Laurent, désolé Laurent, mais on peut aller au tribunal et dire j'ai ça qui... C'est une preuve, c'est une épreuve parmi d'autres. Si demain il y a une contestation entre Laurent et toi sur Je parle pas de Laurent Beignet, sur la paternité d'une œuvre, et que vous allez en justice pour demander au juge de régler votre différend, celui qui sera en mesure de démontrer une date de paternité ferme, et c'est là où Music Start arrive avec sa blockchain, la clé, le fait que ce soit infalsifiable, que ce soit valable à vie, etc. Et qu'en face, il n'y ait aucune preuve de quelque nature que ce soit, bien évidemment, je ne vois pas pourquoi le juge ne donnerait pas raison à celui qui a son certificat Music Start. Alors, tu n'étais peut-être pas dans les rouages sur les deux projets, mais on a dit le premier est sur Polygon, celui-ci est sur Tezos. Qu'est-ce qui a influé justement sur ce choix technologique différent d'un projet à l'autre? Il y a un projet qu'on développe vraiment en propre, en interne, c'est Music Start. Complètement en interne, où là on a une feuille de route. Et il y a un deuxième qui finalement s'est créé un peu à partir d'une idée brute, et sur lequel on a essayé rapidement de pouvoir construire quelque chose d'opérationnel avec un studio, des limites, parce qu'on n'a pas forcément les expertises chez nous sur tous ces secteurs d'activité. Et donc, c'est ce qui fait qu'on essaye d'être agile, on essaye d'être flexible. Et pour être agile et flexible, il faut qu'on puisse ouvrir plusieurs portes. Oui, c'est parce que sur l'autre projet, du coup, qui est vraiment le plus grand public, là, vous avez fait appel à un studio qui vous a accompagné. Tout à fait. Ok, je comprends mieux. Et du coup, votre partenariat avec Pianity, là-dessus, comment ça vient? Parce que ça fait beaucoup. Ça, c'est une autre casquette. Pianity, c'est une marketplace de musique NFT. Tout à fait. Qu'on reçoit la semaine prochaine. Alors, c'est un peu un hasard de calendrier. C'est Kevin c'est Kevin, je crois qu'on reçoit. Kevin Laurent, tu confirmes, exactement. Génial. Donc là, c'est Laurent Beignet, c'est pas l'autre que j'accuse depuis tout à l'heure. Alors, Pianity, c'est sous une toute autre casquette. Là, depuis le début, on a finalement un peu discuté et détaillé les projets de la SACEM en propre, sous une casquette initiative SACEM. Le drop NFT,
Music Start, le lancement d'un service B2C, tout ça, ce sont des initiatives qui nous sont propres dans le but d'améliorer le futur, on l'espère, de nos créateurs. Lancés simultanément en plus. En Enfin, plus, c'est un peu... ouais, on a peur de rien nous, en ce moment. On verra bien, hein, mais le deal Pianity, on est sous une autre casquette, on est sous la casquette du licensing. Et là, c'est quelque chose qui re-rentre finalement dans notre modèle, dans nos missions traditionnelles. Pianity est un tiers. Pianity développe une solution et une proposition d'offre pour mettre à disposition des utilisateurs une plateforme de vente de NFT sur une base de rareté de fichiers audio. Donc Pianity a par définition besoin d'avoir des accords avec la SSM, mais également avec les maisons de disques. La SSM pour les auteurs-compositeurs, les maisons de disques pour le côté enregistrement. Et c'est sous cet angle-là on s'est rapproché avec Pianity. Ça a été même à leur initiative, c'est eux qui sont venus nous voir, dans une logique d'essayer de mettre en place l'accord le plus simple et efficace possible pour leur permettre de développer leur business. Et on est très friands, nous, de ce genre d'initiative. Et donc, effectivement, avec Kevin et ses équipes, on a négocié un accord qui leur permet d'avoir accès à l'ensemble du répertoire SACEM, donc vraiment le répertoire des membres SACEM, pour proposer justement la commercialisation. Passer au NFT. Voilà. Okay. Et c'est quelque chose qui est... Alors, on a fait un CP, un communiqué de presse il n'y a pas très longtemps là-dessus, donc je peux en parler tout à fait, mais c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant et excitant pour nous, pour deux raisons. La première, c'est que par le biais de ce partenariat, on réussit à donner un peu plus de valeur au droit d'auteur. Aujourd'hui, le droit d'auteur, si vous suivez un peu tous les sujets qu'il peut y avoir autour du digital, on a des problématiques de fond, pas que nous, hein, mais l'industrie dans sa globalité, autour de la valeur que génère le streaming, qui est finalement très faible par rapport aux usages, etc. On avait des taux d'intervention sur le téléchargement, sur le streaming, et là, embrasser ces nouveaux usages, ça nous a permis de négocier avec Pianity un meilleur partage de la valeur entre le droit d'auteur d'un côté et le droit des masters de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif. Et la deuxième chose qui est absolument encourageante, c'est que grâce au NFT, grâce à la blockchain, grâce au smart contract, on va se retrouver dans la possibilité de traquer les usages et donc les reventes de ces NFT. Ok. Oui, tu pourras traquer la revente, mais est-ce que... Enfin, je peux imaginer un cas... nous-mêmes, on a acheté un NFT directement à un artiste, c'est Buffalo, qui nous fait la musique d'opening et d'ending de l'émission. Alors, on l'a fait en direct. C'était via OpenSea, Laurent? C'était sur quel... Via OpenSea. Imaginons que, justement, un musicien donc, qui est peut-être sociétaire au sein de la SACEM, propose de la musique, il crée une musique sur Pianity, il propose le NFT à la revente, on l'achète et on la diffuse. Ces cas-là, ils sont couvrables, mais si jamais je la diffuse aussi sur d'autres supports, des podcasts de 20 minutes, ou je la diffuse même sur une playlist, je l'upload sur Spotify et je la mets dans une playlist 20 minutes. Enfin, à quel point vous pouvez faire du suivi de ce genre de... Alors, de toute façon, tout ce qui va être diffusé typiquement sur les podcasts ou ce qui va être diffusé en streaming sur Deezer, Spotify, nous est déclaré et on est rémunéré dessus. Donc, la diffusion en tant que telle de l'œuvre, quelle que soit la source, sa nature, etc., c'est couvert dans nos accords. Donc là, on percevra, on saura même quels sont les usages. Quand des musiques sont diffusées sur Spotify, on sait quand cette musique, elle est depuis quel type d'offre elle est diffusée, est-ce que c'est une offre individuelle, une offre étudiante, une offre famille, de quel pays ça vient, à quelle heure c'est joué. Donc tout ça, on sait. Et donc on peut rémunérer. Là, pour revenir à l'exemple de Pianity, et en particulier les smart contracts, ce qui est très excitant dans ces nouveaux usages et les technologies qui y sont associées, c'est qu'on a pu mettre en place un droit de suite. C'est-à-dire que sur les reventes de NFT, il y aura une rémunération qui sera reversée, qui sera collectée, qui sera reversée au créateur. Que vous avez négocié à la hausse par rapport à ce que fait Pianity en temps normal ou... Pas qu'on a négocié avec Pianity. On a négocié bien évidemment
un taux, ça qui reste confidentiel, au titre des ventes initiales. Ouais. Et on a négocié la capacité, au même titre que Pianity va le faire, de pouvoir toucher une commission sur toutes les reventes de NFT qui seront réalisées. Ok. Alors là, on a envisagé un cas, c'est celui de vos sociétaires qui souhaiteraient justement basculer dans le Web3, proposer de la musique en NFT. Qu'en est-il des artistes qui sont déjà sur Pianity, mais qui ne sont pas sociétaires de la SACEM? Est-ce qu'ils bénéficient, tu vois, de conditions favorables pour éventuellement basculer de votre côté Alors, en tout cas, notre porte est ouverte. Donc, n'importe quel artiste qui souhaiterait, qui est créateur, qui soit auteur ou compositeur, qui est créateur et qui souhaiterait venir adhérer à la SACEM, ils sont tous les bienvenus. On a tout un programme, un onboarding. Un onboarding, exactement. Extrêmement simple, limpide, pour pouvoir accueillir ces nouveaux créateurs en herbe. Il n'y a pas de souci. Et ce qui est important aussi, c'est que, attention, c'est pas juste de devenir membre SACEM qui est important. C'est qu'il faut absolument nous communiquer et déposer les œuvres. Ouais. Surtout dans le monde du digital. Le monde du digital, on parle de NFT aujourd'hui, mais de streaming, de téléchargement en général. Le monde du digital fonctionne sur de la revendication. C'est-à-dire que ce sont les usages... C'est aux créateurs de revendiquer. Les usages nous sont bien déclarés, mais c'est à nous de revendiquer ce que nous possédons, ou ce que nous représentons. Et donc, si il y a des créateurs qui sont membres SACEM, et là, si dans l'audience, il y en a, mais qui n'ont pas déposé les œuvres, je vous invite à le faire rapidement, parce que tant que ces œuvres ne sont pas déposées, on ne peut pas les revendiquer lors des usages. Et là où ça devient très important, c'est notamment dans les releases de nouveaux titres sur des YouTube, Facebook et autres, qui peuvent très rapidement atteindre des millions de vues. Et ensuite, l'audience se dissémine. Et là, on peut perdre potentiellement de la collecte et de la répartition. C'est pas rétroactif. On y arrive, mais il vaut mieux toujours quand même essayer d'être le plus à jour possible dans ces dépôts. Vous fonctionnez uniquement sur un modèle de commission. Vous prenez une part sur ce que vous collectez. C'est ça, vous redistribuez 87%, je crois, de ce que vous collectez. Alors, en fait, ça dépend complètement. Okay. Ça dépend des types d'usages qui sont faits. Ce prélèvement, en fait, c'est ce qui nous sert à pouvoir justement nous développer. Il faut effectivement payer les locaux, les salariés qui bossent justement au bénéfice et pour les intérêts des créateurs. Voilà, exactement. Et puis surtout aussi, essayer d'être toujours à l'état de l'art en termes de technologie. Donc, on a des investissements informatiques qui sont conséquents. Donc, c'est à ça que servent ces prélèvements. Et ces prélèvements, ils vont différer en fonction des sources de collecte. Le digital n'est pas prélevé de la même manière que les bars, hôtels, restaurants ou que les médias à la télé. Il y a des taux qui varient. Alors, avant de laisser la parole à Laurent et au chat, pour information, et c'était une anecdote que j'avais commencé, mais je vais la faire très très courte, on s'est fait, et plus personnellement, je me suis fait taper les doigts sur les doigts par la SACEM parce que j'avais fait la musique d'attente de 20 minutes avec la voix de ma copine. Elle n'a rien touché. Hein. Et j'avais utilisé un morceau libre de droit, mais qui n'était plus libre de droit à un moment. Et donc, un jour, la SACEM est arrivée et nous a demandé 300 €. Voilà, je sais pas. Je salue François, notre office manager, qui a dû gérer ça à cause de moi. Mais en tout cas, voilà, vous êtes efficace quand il s'agit de repérer et sur la veille. Laurent, pardon. Plein de nouveaux sur le chat, je voulais leur dire merci et bienvenue, évidemment, et du coup des questions qui vont avec, et notamment une question hyper intéressante d'Elven, qui depuis est parti, peut-être de Garnas, parce qu'on ne pouvait pas la poser, mais qui nous demandait si au niveau de la gestion des droits d'auteur, on peut imaginer un NFT dont le possesseur détiendrait les droits d'exploitation exclusifs de l'œuvre. Mettre dans un NFT les droits d'exploitation afférents au morceau. Alors, sur le papier, c'est tout à fait possible. Après, pour ce qui relève des membres SACEM, ça ne l'est pas, puisque quand on devient membre SACEM, on apporte les droits exclusifs d'exploitation pour que nous puissions collecter pour le compte. Mais effectivement, un créateur qui n'est affilié à aucune société de gestion collective, ou même un artiste-interprète, s'il est d'accord avec ses créateurs ou si c'est lui-même, peut tout à fait décider de minter un NFT où il céderait l'intégralité des droits d'exploitation. Mais qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Ça voudrait dire que l'acquéreur de ce NFT déciderait dès lors, serait propriétaire. En
fait, de l'ensemble des droits d'usage et déciderait, ce serait à lui de voir, avec des Spotify, Deezer et autres, quelles conditions de reversement il aurait et ensuite comment il pourrait collecter effectivement ses droits. Mais c'est pas ce qu'on avait fait avec Buffalo. Il me semble que lui, il délègue. Hein. Quand on achète son NFT, tu as le droit de faire à peu près ce que tu veux avec sa musique. Ce que je sais, c'est qu'on a signé un contrat de gré à gré qui donne des droits. Après, est-ce qu'ils sont vraiment... Est-ce que c'est en accord avec le cadre juridique plus global? C'est un accord de droit privé? Je ne sais pas. Je ne suis pas expert en la question, mais... Voilà. En revanche, je suis expert en quiz et je peux te dire que il est temps. En fait, poser ton quiz. Alors, sachez qu'il est 1h15 sur ma montre, qui n'est pas du tout à l'heure, donc je n'ai aucune idée. 19h20, voilà, je suis désolé Julien, je suis désolé la commu. Eh bien, basculons sur le quiz. Sachez que Laurent a préparé des petits visuels dont je n'ai pas été informé. Donc, Laurent, tu me dis quand les visuels sont en place, la première question. Yay, le quiz. De quoi SACEM est-il l'acronyme? Réponse A, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Réponse B, saucisson, andouille, charcuterie, enluminure et macramé. Franchement, il y a un concept, ce qui peut être intéressant. Et réponse C, super accueillante communauté emplie de mécas. Les mécas étant les possesseurs de machines à écrire virtuelles, nos NFT à nous. C'est les mécas scriptophiles. Question 2. Laurent, tu me dis si on est bon. La SACEM est née à la suite d'un incident que tu nous raconteras, je veux bien, parce que l'anecdote est belle. Un incident survenu dans un café-concert en 1847. Comment s'appelait-il? Réponse A, le Baltoken. Réponse B, le métavers de l'amitié. Réponse C, les ambassadeurs. Je vous laisse le temps de répondre. Il y a un peu de monde. Ouais, j'ai conscience que je suis un peu speed. C'est qu'il y a le match. Hein. Troisième question. Quel artiste a remporté le Grand Prix SACEM 2022 des musiques urbaines? Eh oui, parce qu'il y a la cérémonie le 13, mais on connaît déjà le palmarès. Réponse A, Orelsan. Réponse B, Ménélique. Réponse C, et il n'est pas là, je ne l'ai pas vu, le vrai Flox, qui est un habitué chez nous. C'est un peu notre gentil troll. C'est un peu notre... Bon, j'ai l'impression que c'est plutôt bien parti. Hein. On aura des vainqueurs de NFT. On est plutôt pas mal au niveau du conducteur. Moi, j'ai quasiment terminé au niveau des questions, mais la suivante, parce que bon, globalement, tu m'as pas dit grand-chose sur le drop de NFT, sur le reveal. Mais moi, j'ai besoin. Tu m'as dit, on a plein de projets, on va faire des choses avec cette communauté qu'on a réunie, etc. Bon, la question, c'est quoi? Nous, on le voit au quotidien, tenir une communauté, et on a une super communauté, vraiment, on vous salue tous, on dit que du bien de vous partout, même du vrai Flox, c'est dire. Et c'est quand même un boulot qui est assez conséquent, surtout sur du long terme. Vous avez cette volonté, via cette première collection de NFT, j'imagine, de co-construire quelque chose avec ces early adopters, avec ces premiers utilisateurs que vous avez ferrés. Moi, j'aimerais bien que tu nous vendes un petit peu l'avenir, qu'on se projette. Et ça servira aussi, nous, ça nous servira, parce que comme ça, je ne dis pas, au bout d'une heure, je donne quelque chose à grignoter à la commu, mais aussi peut-être à ce que votre communauté se projette, si jamais il y a des membres de votre commu présents sur le Twitch aujourd'hui avec nous. Ah Elle est tricky, celle-là. On a des projets, bien évidemment. En fait, ce test and learn gratuit est effectivement qu'une première étape. L'idée pour nous, c'est d'essayer de creuser. Donc, c'est déjà, il y a deux axes. Il y a un axe où on voudrait, fort de tout ce qu'on va apprendre à travers ce premier projet, être en mesure de pouvoir répondre et proposer directement à nos créateurs qui le voudraient, de pouvoir leur mettre à disposition tous les outils ou de faire pour eux qu'ils puissent réaliser leurs propres NFT et piloter le truc. Donc, il y a une vraie logique d'essayer d'accompagner le sociétaire. Donc ça, c'est vraiment le premier objectif. Le deuxième, je vais moins en étendre parce que ça reste encore un petit peu confidentiel, mais la SACEM détient elle-même des assets de qualité. Et bien évidemment, d'une manière ou d'une autre, on va envisager, en fonction de l'appétence
à la fois du marché, comment va évoluer les NFT, le lien aussi avec la crypto, parce que c'est pareil, à un moment ou un autre, là aujourd'hui on fait une campagne NFT, mais on n'a pas basculé non plus dans un univers où... Tu as parlé du métavers. On a ouvert les wallets, tout le monde a son wallet et peut gérer de la cryptocurrency, tout ça on l'a pas encore fait, quoi. Donc bien évidemment, l'idée ensuite, ce sera de s'appuyer sur nos assets pour voir dans quelle mesure on pourrait monétiser et faire des ventes directement de la SSM au profit de nos créateurs de NFT, et cette fois payants. Ok. Oui, parce que moi, c'est vrai, la première fois que j'ai vu popper votre projet, je me suis dit, cool, si je gagne, j'aurais peut-être un morceau que je pourrais utiliser, tu vois. Et typiquement, tu as bien vu mes problèmes avec la messagerie, la messagerie de 20 minutes. Le fait de pouvoir utiliser, nous, on reste un média avec des moyens, mais qui ne sont pas les moyens d'un grand média où on peut acheter, faire des morceaux, etc. Là, je me suis dit, OK, la SACEM, ils vont peut-être me bombarder de plein de super morceaux que je vais pouvoir utiliser en intro dans mes podcasts, utiliser éventuellement en app de fond sur les émissions. On a des projets, Okay. et ça fait typiquement partie des projets. On essaie de trouver des solutions. On se rend bien compte qu'il y a plein de problématiques, ne serait-ce que sur l'ensemble des réseaux sociaux, ou même YouTube, le nombre de contenus qui sont mutés ou retirés, etc. La difficulté pour un créateur, cette fois je parle d'un créateur de chaîne YouTube, de pouvoir naviguer correctement entre ses propres créations, les contenus musicaux qui vont mettre dessus, il y a des vraies problématiques. Et vraiment, et ça, on voudrait également les adresser, et ça fait partie des projets de diversification qu'on a. Et puis aussi, d'une façon ou d'une autre, alors aujourd'hui, NFT, c'est un peu plus mature, on voit que ça bouge beaucoup, etc. On sait qu'il y a le métavers qui est en train d'arriver. On a bien conscience qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore d'éléments extrêmement concrets. Il y a beaucoup d'initiatives avec du gros buzz qui se font sur le papier, mais il n'y a rien de bien concret derrière. Mais certainement, d'une manière ou d'une autre, NFT, métavers, ça va merger. On a des vraies volontés de suivre ça de près. Une SACEM dans le métavers nous semble assez évident, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre. Les échanges, l'accompagnement des créateurs peut se faire aussi bien dans le monde physique, réel, que le monde virtuel. Donc on travaille aussi sur ces projets. On a un caddie entier de projets derrière. On n'a pas encore nécessairement aujourd'hui la bande passante, les ressources pour réussir à les appréhender en même temps. Mais c'est quelque chose qu'on compte faire sur les 2 prochaines années. Ouais. Donc si jamais demain je crée le BAL token dans Decentraland et que j'y mets un disc jockey avec plein de musique, il faut que vous soyez là pour dire « Eh oh Romain !» Exactement. Mais ça, on a d'ores et déjà commencé à discuter avec des acteurs, que ce soit Sandbox, Decentraland, et même plus sur la partie plus centralisée, des Roblox, des Meta, des VR Rooms. Bien évidemment qu'on est d'ores et déjà en contact avec ces acteurs pour essayer d'envisager ensemble la manière d'adresser le plus facilement possible ces problématiques qui ne doivent pas en être, en fait. Ça doit faire partie, en fait, de l'onboarding. Comment on va s'assurer que les musiques et la consommation de musique dans le métavers soient bien rémunérées, c'est quelque chose qu'on adresse déjà aujourd'hui. Mais on se veut de l'adresser de façon la plus ouverte possible, en collaborant, plutôt qu'en arrivant et en disant c'est comme ça, quoi. Donc c'est vraiment un travail très en amont qu'on est en train de faire pour essayer d'embrasser au mieux ces nouvelles activités. C'est vrai que sur le métavers, on parle beaucoup des wearables, de l'immobilier et du mobilier, mais la partie musique, on l'a assez peu évoquée. Bah oui, alors que pourtant, il y a plein d'initiatives. On regarde toutes les lives que Aya Nakamura a pu faire, que Guetta, les Travis Scott et autres. Il y a déjà plein d'initiatives qui s'assimilent de près ou de loin à de l'usage de la musique dans le métavers. Jean-Michel, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait. Bah écoute, alors on a un rendez-vous dans 3 jours déjà pour le reveal. Est-ce que tu as une autre date pour donner rendez-vous à la communauté ou à nos viewers que ce soit sur un autre projet ou la phase 2 du projet tu vas peut-être me dire que c'est le 13 décembre. C'est exactement ce que j'allais dire. Je me tire une balle dans le pied. Le 13 décembre, voilà, exactement. Bon, ok. Avec Orelsan, c'est ça? Avec Orelsan. Ok. Effectivement. Laurent, est-ce qu'on a une dernière question, vu que je passe mon temps à me tirer des balles dans le pied?
Ah, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un reproche. T'as pas fait le tirage au sort du dernier quiz. Et Alors donc, c'est totalement de ma faute, j'ai vu popper ça. Effectivement, demain, je rattrape le retard. Comme vous le savez, on a sorti un numéro de 20 minutes il n'y a pas longtemps et j'étais un peu à la bourre sur pas mal de choses. Je me suis fait tirer les oreilles sur pas mal d'autres dossiers. Alors je suis désolé, vous n'êtes pas en queue de peloton, mais demain, vous êtes dans mes prios. Je gère les envois de NFT pour ceux qui les ont pas eus. Et sachant, je crois que sur les abonnements à Podcast Magazine qu'on a fait gagner, je crois que j'ai toujours que un ou deux des 3 gagnants qui se sont manifestés. Je crois que Serfin et c'est pas 28, je crois le premier, si. En tout cas, je crois qu'il m'en manque un. Donc demain, je me pose là-dessus et on relance tout. Oui, Romain, il a un mois de retard, c'est vrai. Voilà. Il y a une dernière petite question, mais avant ça, quelques messages de service. Il y a des contestations sur ce tirage au sort, effectivement. J'ai peut-être pas été hyper efficace. J'ai fait de mon mieux, mais bon, c'est pas grave, il y en aura un autre la semaine prochaine. Autre point à vous signaler, on n'a pas envoyé les mugs parce que c'est vraiment galère. Donc ça, c'est le message de service pour les membres de la communauté 20 Mint. On n'a pas envoyé les mugs aux gagnants. Venez les chercher à la rédac si vous passez à Paris. Et s'il y a des gens qui passent à Paris qui peuvent en prendre pour d'autres, on peut faire aussi un peu, je pense, un petit guichet. Enfin bref, on va essayer de se débrouiller. Et on est en train de mettre sur pied, c'est le cas de le dire, un nouveau goodie qui nous permettra de vous récompenser. Dernière petite question avant de se dire au revoir. When le drop phase 2 nous demande Bitload. Voilà. Il va falloir nous donner une date et puis après on repartira tous heureux regarder ce match. Je n'ai pas la date. Mais par contre, j'ai la réponse à la question que tu as posée. Tu voulais pas savoir comment a été créée la SACEM? Ah ouais, mais je crois que là, on n'a pas le temps. Je vais vous renvoyer vers la page Wikipédia. Elle est très drôle, celle-là. Vous avez compris que ça ne s'est pas passé au bal token. Voilà, vous avez compris que c'était pas ce bar-là. Comment on fait pour te DM? C'est pour toi ou c'est pour moi, Laurent, la question? C'est pour toi? Bon. Et bien sur ce, déjà, je tenais à vous remercier. Julien, merci. Je t'en prie. J'espère que tu as passé un bon moment, même si j'étais un peu... Très agréable. C'était super. En plus, c'était pile poil dans les temps pour aller... je vais voir le match. Pour aller mater le match. Exactement. Laurent aussi. Moi, je ne suis pas très foot, mais j'y jetterai quand même un œil parce que bon, ça reste les Bleus. Et merci à tous de nous avoir suivis, d'être venus avec nous ce mardi soir. Je vous donne rendez-vous, que vous fassiez partie de la commune 20 minutes ou pas. On a une AMA qui est super intéressante mardi. Je dis qu'elle est super intéressante parce qu'on va débriefer le numéro 2 de 20 minutes qui est paru la semaine dernière et que vous ne nous entendrez pas, Laurent ou moi, ou en tout cas on essaiera de se faire le plus discret possible, puisque c'est Bitload, une figure bien connue de la commu, qui va prendre la parole. Évidemment, on sera là pour introduire et lui passer un coup de crème afin de l'encourager au maximum jeudi. Jeudi 18h sur le Discord de 20 minutes, que vous soyez membre ou pas, voilà, vous nous rejoignez. L'idée, ce sera vraiment de prendre un moment, 1 heure, 2 heures, plus si besoin, pour débriefer, analyser et échanger autour de ce numéro 2, ce qui a marché, ce qui a peut-être un peu moins marché, et comment faire au mieux pour le numéro 3, puisque j'espère, je croise les doigts, Laurent nous éclairera peut-être un peu là-dessus, sur le numéro 3 et sur la suite des aventures. Voilà, il m'a fait un clin d'œil, c'est plutôt bon signe. Sur ce, bonne soirée. Merci Lolo pour la prod infaillible, super efficace. Et puis, je vous donne rendez-vous jeudi soir et mardi soir pour un nouvel épisode de 20 minutes au carré avec la team de Pianity. Et on a un second invité, mais je ne sais plus qui c'est. Et rendez-vous tous les jours pour la Coupe du Monde. On a une émission Twitch super sympa qui s'appelle Les Croisés, tu connais. On sera ravis de vous y retrouver. Nous, en tout cas, on la rate jamais. Allez, bonne soirée à tous. Salut!